Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des avions bombardiers d'eau qui sont basés au sol. Ça représente plus de la moitié de la flotte mondiale et il y a des besoins qui sont gigantesques. Pour ça, on va parler de deux projets. D'abord, l'A400M sur lequel on se trouve maintenant et ensuite on partira sur un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y suis impliqué, c'est le Kepler 72. Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Toulouse. Nous sommes à Aeroscopia avec derrière nous l'A400M. Et pour parler de l'A400M, on est avec Olivier d'Airbus. Bonjour à tous. Bonjour Olivier, qu'est-ce que tu fais chez Airbus? Alors je suis en charge de la mission feu de forêt chez Airbus. Et en fait notre objectif c'est de développer un portefeuille de solutions pour la lutte contre les feux de forêt. Alors on va commencer par ça. Oui. Portefeuille, c'est pas que l'A400M qu'on a vu beaucoup dans les médias? Exactement. En fait on a déjà des solutions qui sont déjà en service. C'est les hélicoptères par exemple qu'on voit très souvent. On a les systèmes de radio qui servent aussi aux pompiers. On a les images satellitaires qui permettent aussi de faire du suivi de feu, etc. On explore aussi tout ce qui est aussi des partenariats pour les avions amphibies et bombardiers d'eau. On regarde aussi l'emploi de drones qui va devenir, je pense, une tendance à venir assez lourde sur les feux de forêt, notamment dans le suivi. Oui. Et voilà, donc on explore un petit peu tous ces technos. Et aussi très important, on regarde aussi la partie aéroconnectivité, qui est aujourd'hui un petit peu le point faible de la lutte contre les feux de forêt, à savoir... Il n'y a pas de situation tactique. Exactement. Aujourd'hui, on reste que sur la radio et l'idée, c'est demain de pouvoir avoir de l'échange en temps réel de flux vidéo, images et situations tactiques. Alors là, on est devant l'A400M. Il est beau cet avion. Et il est magnifique. On est très fiers de notre bébé. Oui. On a vu depuis maintenant quelques années qu'il y a un développement des avions qui sont en fait basés au sol et qui vont faire de l'attaque au feu. Alors il y en a beaucoup, il y a le Q400 qui est exploité par la sécurité civile par exemple. Il y a une augmentation des feux de forêt, il y a un vrai besoin de monter en puissance, il n'y a pas d'avions amphibies qui sont disponibles à courte échéance et on a déjà des avions qui peuvent être facilement transformés. Alors jusqu'à maintenant, il fallait prendre des avions et vraiment les adapter. Et vous, votre idée, c'est finalement d'ajouter un kit à l'intérieur, c'est ça? C'est ça, exactement. Comme tu as très bien décrit, on a le phénomène des feux qui augmente, on a des flottes vieillissantes, il y a un renouvellement à faire, il y a de l'augmentation du parc à faire. Et notre idée, c'était de reprendre ce qu'on avait déjà, de ne pas faire de modifications. C'est-à-dire que c'est vraiment un avion où on met un kit et on peut exécuter la mission. C'est vraiment le principe de base, zéro modif sur l'avion. Ok, on va voir à l'intérieur? On va voir à l'intérieur. Allez. Hop. Ah ouais. Il y a un peu de place, quoi. On a beaucoup de place, effectivement, dans cet avion. On a une section de 4 mètres sur 4 à peu près. Et en charge utile, aujourd'hui, il est qualifié pour 37 tonnes au total. Bientôt 39 même? Peut-être même 40. Ah, peut-être même 40. Oui, on a un potentiel aujourd'hui qui est assez énorme sur l'import de l'avion. Donc là, le kit, c'est quoi? C'est 20 tonnes? Alors le kit, c'est très simple. C'est une cuve qui contient 20 tonnes de retardant. Donc elle démarre à peu près par là. Élevage jusqu'à peu près à ce niveau-là. D'accord. Elle est sur palette, donc en fait, on fait passer le kit par l'arrière de l'avion, la rampe baissée. On vient le pousser ici, on l'arrime au sol avec tout le système de fixation. Ensuite, on vient brancher les tuyères qui continuent sur la rampe. Ok. Et l'installation est terminée. Il n'y a pas de câblage, il n'y a rien, il n'y a pas de connectique? En fait, il n'y a pas de connectique parce qu'il n'y a aucun système électrique sur la cuve. Okay. Aujourd'hui, c'est un prototype, mais aujourd'hui, il est activé que mécaniquement. Donc il y a une vanne en fait qui par le pilote? Non, c'est le loadmaster, ce qu'on appelle loadmaster, donc qui est l'officier en charge en termes militaires, c'est lui qui va déclencher, qui va donner le feu vert pour les parachutistes pour sauter, ou qui va déclencher le largage des palettes. Et c'est lui qui va activer la manette sur décision du commandant de bord qui va lui donner le top. Et l'installation, c'est combien de temps? À peu près 2 heures. Ok. C'est 2 heures, pas plus. Donc on le met en 2 heures, l'avion est libre. Aucune connectivité, il n'y a pas de pneumatique, il n'y a pas d'hydraulique, il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment très mécanique. Et en fait, c'était le souhait depuis le départ de ce programme, c'est de faire quelque chose d'assez simple. On ne veut pas d'interface avec l'avion pour ne pas avoir de certification à refaire, etc. On veut un système autonome qui nécessite aucun prérequis en termes d'alimentation, etc. Et en termes d'efficacité, parce qu'on se souvient, les premiers tests, ça avait été assez décrié, on voyait bien que ça faisait plus une douche qu'un effet de feu, parce qu'on va rappeler, quand il y a un feu de forêt, le feu, c'est la masse qui fait du vent, c'est ça qui va éteindre principalement, puis là, c'était pas ça, quoi. Donc on voit quand même que ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué, parce qu'en fait, les premières images qui datent de 2022, c'était, en fait, on avait testé une première version, et c'était en fait démontré qu'on pouvait larguer 20 tonnes de liquide, entre guillemets, sans mettre en danger l'appareil. C'est important, parce que... La déstabilisation. Voilà, exactement. Donc c'était le but recherché. Une fois qu'on a vu que ça se passait très très bien, on a travaillé ensuite sur l'aérodynamique, surtout des tuyères. En fait, le tank n'a pas changé, le réservoir restera le même. On a retravaillé les tuyères.
pour être certain que quand il y a une opération de largage, d'abord, il n'y a pas un retour de retardant dans la soute, et deuxièmement, que ce qui est projeté va être impactant, va être efficace au sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel d'air qui va faire revenir une partie du flux à l'intérieur. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. La version qu'on a fait voler depuis, on a fait un essai en 2024 à Madrid. On a refait une démo, c'est une campagne d'essai qu'on a fait le Sérène à Nîmes au mois d'avril. Oui. C'est avec le kit qui a été entièrement modifié et effectivement, il n'y a pas de retour de retardant dans la soute. Nîmes-Garons, c'est la base des amphibies et de tous les appareils de lutte contre les incendies. Exactement. J'ai eu la chance d'y vivre pendant une période, c'était assez sympa aussi. On va voir dans le cockpit ? Allez, on va voir le cockpit. Go. Donc là, tu le dis, aucune modification ? Zéro modification, donc on est sur un cockpit standard de la 400M. Donc pour la configuration feu de forêt, absolument aucun changement. Et pour les pilotes, en fait, c'est une mission assez standard, c'est une mission, en fait, du moins qu'il est qualifié, de largage aérien. Donc c'est le largage normal, pour eux, ça change rien. Exactement, en fait, il va jouer comme sur une opération de largage standard, c'est-à-dire donner une assiette légèrement positive, stabiliser la vitesse, l'altitude, et procéder au largage. Au lieu d'être des palettes, c'est du retardant. C'est du retardant. Voilà. Qu'est-ce qu'on parle, altitude, vitesse ? Alors aujourd'hui, en effet, on a testé plusieurs altitudes et plusieurs vitesses. On est sur 125 pieds stabilisés et 125 nœuds pour la vitesse de largage. D'accord. Et alors le fait qu'il y ait 20 tonnes de charge utile, est-ce que ça change quelque chose par rapport aux avions bombardiers traditionnels ? Alors, en quantité, oui. En fait, ce qu'il faut voir ici, c'est surtout la manière dont l'eau va être sortie du réservoir. Là, on parle de 20 tonnes qui sont rejetées en moins de 10 secondes à peu près. Donc, il y a un petit effet de dispersion qui, du coup, pour l'eau, n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant puisqu'il faut avoir l'effet de l'eau, il faut avoir l'effet de souffle, alors que pour le retardant, c'est un effet recherché. Okay. Puisqu'il faut pouvoir déposer de retardant qui, je le rappelle, n'est pas du tout sur le feu, c'est sur la végétation qui n'est pas encore brûlée. On dépose une couche, un produit, en fait, qui inhibe la qualité inflammatoire de... C'est ça, ce liquide rouge qu'on voit toujours. Exactement. Okay. Et il faut qu'il y ait une couche qui soit assez homogène déposée sur la végétation que l'on veut protéger. Et il y a un minimum à déposer dessus. Et effectivement, le système de dispersion permet d'avoir, en étant au-dessus du seuil nécessaire, mais d'avoir quelque chose d'assez homogène, donc qui correspond en plus aux critères, ça a été mesuré, aux effets recherchés en termes de densité, au mètre carré, etc. Après, ça va être des opérateurs qui vont définir, soit ils font des grandes lignes de retardant, comme font les Américains par exemple, soit ils vont faire un genre de V justement pour bloquer, en fait, avant que le feu arrive, on crée un genre de chevron qui empêchera justement le feu de continuer de progresser. Ok. Donc là, et les pays, du coup, c'est la France qui a décidé ? Alors la France est le premier pays aujourd'hui qui a officialisé un intérêt pour le système. Et en gros, on va dire que tous les opérateurs actuels et à venir de la 400M qui sont confrontés à un feu de forêt peuvent être intéressés par ce système-là. Donc été 2026, pas de formation nécessaire particulière pour les pilotes, c'est plus un travail de coordination dans les opérations ? C'est ça. Aujourd'hui, on est prêt à faire une petite formation très légère, mais en théorie, il n'y a pas besoin, puisque du moment qu'on est qualifié pour le largage aérien, on peut faire l'opération. Donc la mise en œuvre sous JVN de nuit ? Alors ça, on ne l'a pas encore testé. Pas testé. Même si l'appareil peut très bien le faire. Bien sûr. Voilà, donc c'est l'avantage de la 400M justement, c'est qu'il y a, au-delà du largage qu'on fait aujourd'hui, de jour, etc., on peut penser demain qu'on pourra faire des opérations de largage retardant, de nuit, etc. Le prototype qu'on a testé, il est en phase de finalisation. Si tout se passe bien, on pourrait voir des vols en 2026. Peut-être qu'il y aura une phase de test sur des feux réels, puisque là on a fait une campagne d'essai, même si ça a été organisé par le Sérène et la sécurité civile, qui était sur l'aérodrome de Nuit-Garon, surface plate, etc. Mais c'était, d'un point de vue scientifique, nécessaire pour pouvoir mesurer l'impact au sol. Je pense qu'on va passer par une phase de test en grandeur nature. Ok, rendez-vous très prochainement alors. On se tient prêt, nous, pour répondre aux besoins de la sécurité civile. Bon, du coup, le vrai challenge maintenant, c'est aussi de voir avec l'armée de l'air quelles sont leurs disponibilités en termes d'avions et de pilotes. Exactement. On n'a pas forcément assez d'A400M en ce moment déjà pour le travail normal, donc c'est vrai qu'ils ne pourront pas forcément bloquer des avions pour ça, mais en tout cas, très rapidement, en 2 heures, ils seront prêts à donner un coup de main aux copains de la sécurité civile. Tout à fait, et puis en plus, chaque pays va avoir des approches différentes, parce que bon, la France, on a la particularité d'avoir une flotte de sécurité civile qui appartient à la sécurité civile, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays. L'Espagne, par exemple, c'est l'armée de l'air qui opère les fameux Canadair et qui opère les A400M. Donc, sous instruction de la sécurité civile espagnole, enfin le MITECO, c'est le ministère qui gère ça. Donc eux, ça peut-être sera plus simple pour eux parce qu'ils sont déjà opérateurs du Canadair, donc ils savent déjà ce que c'est que le combat contre le feu de forêt. Donc chaque pays va avoir des spécificités, mais on espère que ça peut se passer assez rapidement et assez facilement entre les différents ministères et les différents intervenants. Bon, merci Airbus. De rien. Les amis, maintenant on va chez ATR pour voir le projet Kepler.
Ça y est, maintenant, on arrive chez ATR. Pourquoi ATR? Parce que déjà, c'est un avion qui est extraordinaire en termes d'efficacité opérationnelle. Il est sain, il est connu, il y en a partout dans le monde. Et du coup, en partant de cette base, on voudrait le transformer pour en faire un avion bombardier d'eau. Il y en a plusieurs versions de cet avion. Il y a la version civile que vous connaissez peut-être, un avion super efficace. On est autour de 2 litres au 100 par passager. Et il y a aussi une version cargo. Vous voyez déjà la taille de la porte, ça c'est la version passager. La version cargo, elle va être encore plus grande que ça. La modification de la porte, elle se fera avec Assia, qui est la seule société du monde qui a la possibilité de transformer les ATR 72. Là aussi, c'est un partenariat exclusif avec Kepler. Et en termes de transformation de l'avion, c'est Aerotech qui vont transformer énormément d'avions pour les adapter aux besoins d'une armée, d'une sécurité civile, etc. L'objectif, ce serait de modifier ce ventre mou pour pouvoir mettre des systèmes de projection de l'eau avec une grande efficacité. Et c'est l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse avec des recherches conduites par le CNRS qui ont été validées aussi pour cet appareil-là. Et à l'intérieur de l'avion, on a 8 tonnes de charge utile, 8 à 9 tonnes pour la version cargo. Et là, on mettrait 7 tonnes et demie d'eau qui pourrait être projetée, encore une fois, pour un avion qui est basé au sol. C'est-à-dire qu'on prend par exemple des retardants, on va être capable de l'éjecter sur plusieurs centaines de mètres pour faire des vraies barrières anti-flammes. Mais je pense que la personne qui va le mieux vous en parler, c'est Robert Lafontan, qui est le père de l'Airbus A380 et qui fait partie de ce projet et vous expliquer tout l'intérêt du Kepler 72. Je m'appelle Robert Lafontan. Après l'école, j'ai intégré l'avion Marcel Dassault, brigade d'aviation, où j'ai contribué au développement de l'Atlantique nouvelle génération. J'étais appelé ensuite par Airbus pour diriger en tant qu'ingénieur en chef le développement de l'A380. Par la suite, j'ai pris la responsabilité du département architecture-intégration qui couvrait les ingénieurs en chef, les avant-projets, la certification, la sécurité à bord des avions et la maintenabilité. J'ai piloté des avions commerciaux, des bimoteurs, des turbopropulseurs et je suis également instructeur d'hydravion, ce qui est relativement unique de pouvoir concevoir, essayer un produit aéronautique. J'ai rejoint l'aventure Kepler il y a presque 1 an et demi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la lutte contre les incendies de forêt, c'est une cause mondiale. La deuxième chose, c'est que le vecteur qui est utilisé, qui est l'ATR 72, c'est un avion qui est éprouvé puisque c'est un avion qui est livré à plus de 1700 exemplaires. C'est un avion qui correspond parfaitement à ce qu'on attend en termes de performance d'un avion bombardier d'eau. C'est un avion qui est capable d'être modifié avec des coûts très très réduits par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est un avion qui est capable d'arriver très très tôt en service puisque c'est moins de 2 ans à partir de maintenant. Et c'est un avion qui également a des coûts d'exploitation très bas. C'est un avion qui est un bon vecteur également d'image pour notre industrie, puisque c'est un avion qui est capable également de voler grâce à des carburants totalement verts. Alors vous allez me dire que ça fait énormément de modifications pour cet avion. Ça tombe bien, parce qu'on a l'ancien chef pilote d'essai de ATR, Éric Delsal, qui fait partie du projet et qui vous explique pourquoi est-ce qu'il y croit d'un point de vue technique. Je suis Éric Delsal, je suis pilote d'essai depuis 35 ans. Et en particulier, pendant ma carrière, j'ai fait 18 ans comme directeur des essais en vol à ATR. Et j'ai 3000 heures de vol sur cet avion que vous voyez derrière nous. Quand David Joubert, qui travaille sur le sujet depuis de nombreuses années, est venu me présenter son projet Kepler 72, j'ai été séduit par 3 points principaux. D'abord, la structure du projet lui-même, où David a eu l'intelligence de s'entourer des bonnes compétences, des compétences assez affirmées, fortes, reconnues, et dans tous les domaines nécessaires pour mener à bien ce projet. La deuxième chose, c'est le projet technique lui-même. Il a 2 qualités, c'est d'avoir un risque industriel limité par le design qui a été choisi, et donc une mise en service qui peut intervenir assez rapidement puisqu'on vise 2027. Et le troisième point, c'est la pertinence du choix de l'ATR, que je connais très bien, pour l'avoir poussé dans ses derniers retranchements pendant de nombreuses années. Le choix technique qui a été fait, c'est de ne pas toucher à l'extérieur de l'avion, mais d'aménager l'intérieur avec des réservoirs et un système de largage. Et quand on fait une modification d'avion, c'est essentiel de ne pas toucher à l'extérieur, puisque l'avion va garder ses qualités de vol et ses performances. Il n'y aura pas tout à redémontrer et à justifier vis-à-vis de la certification. On vise un premier vol en fin 2026 pour une mise en service en 2027. Aujourd'hui, dans les projets d'avions pour remplacer les flottes existantes, il n'y en a pas sur étagère, il n'y a que des projets, un certain nombre de projets qui émergent. C'est le Kepler 72 qui sera très certainement le premier disponible, par cette simplicité de design.
Le troisième point donc, que je mentionnais, c'est la pertinence du choix de l'ATR. C'est un avion que je connais très bien. Je l'ai poussé dans ses derniers retranchements, comme je le disais. J'ai été le présenter dans des zones aéronautiquement très improbables et pourtant l'ATR s'est affirmé. C'est un avion qui est maniable par sa légèreté. C'est un avion qui est robuste et qui a de très faibles coûts d'exploitation. C'est un avantage aussi. Il peut opérer sur des pistes de 1200 mètres. Le marché confirme ses qualités puisqu'il y a 1700 avions qui volent partout dans le monde. Et quand je dis partout, c'est sur les 5 continents. Et comme c'est de l'aviation régionale, c'est dans des coins assez reculés, dans des environnements très difficiles. Ce qui garantit l'assistance, le support du bureau d'études du constructeur, la disponibilité de pièces de rechange et une maintenance qu'on trouve un peu partout dans le monde. Je suis très confiant dans ce programme Kepler 72 que j'ai rejoint avec grand plaisir, que je supporte et où je vais participer très activement. Alors ensuite, il y a la coordination. Cet appareil, évidemment, il est basé au sol. Il va supplanter, il va compléter la flotte de Q400 qui est utilisée aujourd'hui par la sécurité civile. Il ne va pas remplacer les Canadair. Et pour ça, on va écouter Philippe Rigaud, qui est un ancien pompier, officier, qui travaillait beaucoup sur la lutte contre les feux de forêt et qui va nous expliquer comment est-ce que le Kepler 72 va contribuer à lutter contre les incendies. Philippe Rigaud, contrôleur général de sapeurs-pompiers. Pendant plus de 20 ans, j'ai pratiqué la lutte contre les feux de forêt en tant que sapeur-pompier, que ce soit dans le sud-est de la France ou que ce soit dans le sud-ouest. Aujourd'hui, Kepler offre une solution innovante, un avion bombardier d'eau qui s'inscrit dans le segment entre le Canadair et le Dash. Demain, avec cet avion bombardier d'eau, on aura une solution rapide de par la production de l'avion, maîtrisée au niveau des coûts et qui permettra à bon nombre de pays de s'équiper sans dépenser des fortunes pour pouvoir avoir un avion bombardier d'eau immédiatement exploitable pour lutter contre les feux de forêt. L'ATR est un avion de série donc, qui permet d'assurer une maintenance à moindre coût sur le long terme parce que les pièces détachées existent. On pourra l'utiliser aussi en version cargo, mais on pourra aussi l'utiliser en version évacuation sanitaire. Il permettra de lutter efficacement contre les feux de forêt qui aujourd'hui se développent comme des méga-feux dans bon nombre de pays européens et même au-delà dans d'autres pays tels que l'Amérique du Nord. Alors vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai et pourtant c'est pas tout. Cet avion, on l'a dit, c'est un avion cargo qui est transformé. Eh bien, ça veut dire que pendant la saison des feux, il pourrait être utilisé en tant qu'avion bombardier d'eau, mais le reste de l'année, on pourrait le retransformer en avion cargo, donc qui est ultra modulaire, très efficace, avec une optimisation de l'utilisation de ces appareils. Et en plus, dans certains pays, on pourrait même imaginer en faire un appareil qui serait adapté pour les évacuations sanitaires, voire même pour transporter, par exemple, des parachutistes. Ça, c'est une question de certification locale. Maintenant, je vous propose de parler de la réalité opérationnelle. Où est-ce qu'on en est dans ce développement ? Et pour ça, on rejoint Stéphane Adnet, qui est le secrétaire général de Kepler. Bonjour Stéphane. Bonjour Xavier. Alors où est-ce qu'on en est dans cet appareil ? Eh bien écoute, on est très heureux d'annoncer que l'État français soutient le projet Kepler 72, porté par Kepler Evolution. Après toute la dimension soutien économique, ça c'est pour une partie du projet, il y a aussi une levée de fonds qui est toujours en cours ? Il y a 2 levées de fonds. Il y a une première levée de fonds qui est en obligation remboursable en actions, qui a été lancée en juillet, qui est encore en cours jusqu'à la fin du mois d'octobre, pour un objectif de 3 millions d'euros. Donc vous pouvez contribuer, c'est ça que ça veut dire ? Allez-y. Et une seconde levée en equity, beaucoup plus importante, pour 20 millions d'euros, avec déjà une première LOI très significative et des contacts prometteurs pour l'avenir. Alors quand on parle de contacts prometteurs, c'est quoi ? J'ai vu qu'il y avait un rapport parlementaire qui parlait de cet avion. Absolument. Donc un rapport du 2 juillet de 2 députés français qui officiellement évoque les 2 projets de la Team France. Donc le projet Kepler Evolution pour un projet d'avion qui se ravitaille au sol et le projet INAERO basé à Istres pour un projet EcoPerf. Et on avait déjà aussi des lettres d'intérêt de la sécurité civile avec le président. Absolument. Depuis l'automne de l'an dernier, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises nous a transmis une lettre d'intérêt pour le renouvellement de la flotte française à partir des années 2030. Bon, c'est plutôt bon signe. Puis accessoirement, quand on a une poignée de main avec le président de la République, c'est quand même un signe de soutien officiel. C'est utile. Donc là, a priori, les prospects, c'est quoi ? C'est la France et à l'étranger, il y a beaucoup de pays intéressés ? Plusieurs types de clients potentiels, soit des États directement, des gouvernements,
qui ont besoin de notre aide pour leur flotte, Oui. soit des acteurs, des opérateurs privés, qui souvent travaillent d'ailleurs en coopération et en sous-traitance des acteurs gouvernementaux. Et la troisième cible, ce sont les loueurs, avec des zones prioritaires dans le monde qui sont activement travaillées aujourd'hui par notre équipe commerciale. L'Australie, le Canada, c'est là où il y a des grands feux de forêt. L'Australie, le Canada, les pays du pourtour méditerranéen et d'autres cibles moins prioritaires, mais qui sont dans le pipe commercial. Bon, vous voyez les amis, il y a énormément de projets partout dans le monde pour augmenter les flottes, et donc on sait très bien que c'est des avions qui sont nécessaires dans le contexte actuel de réchauffement climatique, d'augmentation des feux. 1 million d'hectares qui ont brûlé l'année dernière en Europe, on bat les records dans chaque pays chaque année, donc c'est absolument dramatique. Là, c'est une réponse rapide, opérationnelle, efficace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des truches, alors c'est des petits avions qui font plutôt de l'épandage agricole qu'on essaie d'utiliser. Alors ça marche évidemment, les S-10 en loup, il y a des hélicoptères, mais pour la masse, ça, c'est vraiment le projet le plus rapide. Un grand merci. Merci Xavier. On espère que ça vous a plu. Merci à ATR, merci à Airbus pour leur accueil et rejoignez Kepler si vous voulez faire partie de l'équipe avec nous. À bientôt.